Dans l'aile nord de l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso, l'air sent la poussière et le désinfectant. Un soldat immobile ouvre les yeux quand Ibrahim Traoré entre, sans escorte, sans drapeau, posant sa main sur une épaule meurtrie. Un geste minuscule, mais qui renverse la hiérarchie du pouvoir. Et si la force d'un dirigeant se mesurait non à ce qu'il ordonne, mais à la manière dont il partage le poids des blessures? Sous la lumière blanche, le silence devint un acte de commandement. Ce geste d'Ibrahim Traoré n'était pas une parenthèse émotionnelle, c'était un programme condensé. Dans un pays où chaque réforme semblait mourir dans la paperasse, il promit de reconstruire d'abord la colonne vertébrale. L'armée, puis la nation. Sa promesse tenait en 10 mots simples, rendre à chaque soldat la raison de se battre. Mais derrière ces mots se cachait un enjeu plus large, la survie d'un État dont la fatigue devenait chronique. Pendant que les capitales étrangères mesuraient le Burkina Faso en statistiques de pauvreté et de sécurité, Traoré mesurait son peuple en respiration, en morale, en cohésion. Ce décalage allait définir le conflit principal, la bataille entre la perception extérieure d'un régime militaire et la conviction intérieure d'une société cherchant la dignité. Chaque discours, chaque visite sur le terrain devait désormais répondre à cette tension. La loyauté, ici, ne s'exigeait plus, elle se méritait. Et c'est là que naissait la question que l'histoire entière allait explorer. Jusqu'où peut-on restaurer la fierté sans glisser vers le pouvoir? En moins de 6 mois, l'armée du Burkina Faso changea plus qu'au cours des 10 années précédentes. Ce rythme improbable, presque mécanique, fut la première surprise. Des brigades entières furent réorganisées, 5 unités bures créées et les lignes de commandement ouvertes à ceux qui connaissaient réellement le bruit des balles. C'était la signature d'Ibrahim Traoré, prouvée par l'action que la réforme ne réside pas dans les slogans, mais dans la logistique. Son constat était brutal. Une armée fracturée ne peut défendre une nation blessée. La hiérarchie fut remodelée à vue d'œil. Les officiers nommés n'étaient plus les produits d'un consensus politique, mais les survivants du terrain. Chaque promotion était un message. Le mérite redevient la monnaie d'échange. Et dans les casernes, ce message circulait plus vite que les communiqués officiels. Les radios militaires, autrefois silencieuses, se mirent à crépiter d'ordres, de demandes, d'énergie retrouvée. Les hélicoptères, longtemps cloués au sol, reprirent à l'air. Pour la première fois depuis des années, le front ne se réduisait plus à des cartes rouges sur les rapports de sécurité. Il reprenait forme humaine. Mais cette résurrection militaire n'était qu'un miroir. Derrière, un second front s'ouvrait, celui du récit. Aux yeux de l'Occident, Ibrahim Traoré consolidait un pouvoir personnel. Aux yeux des Burkinabés, il réparait un contrat moral rompu depuis un trop longtemps. Entre ces deux visions, un fossé grandissait, et ce fossé allait devenir l'un des terrains de bataille les plus subtils du Sahel, la guerre des interprétations. Le capitaine savait qu'un pays ne se reconquiert pas seulement avec des armes, mais avec une histoire à raconter, et cette histoire venait de commencer. Le capitaine Ramba Ahmed Herman n'était pas fait pour les bureaux. Sous la poussière du Sahel, on le reconnaissait à sa voix brève et à ses bottes usées. Il dirigeait l'une des premières brigades réformées. Lorsque la décentralisation voulue par Ibrahim Traoré entra en vigueur, Herman reçut un ordre inhabituel. Décider seul, adapter les plans sans attendre la capitale. Ce fut son baptême du feu. En février 2025, une colonne insurgée attaqua 2 villages dans le nord. Au lieu d'attendre la chaîne hiérarchique, Herman lança une contre-offensive avec des volontaires civils. 48 heures plus tard, les habitants revenaient reconstruire leur toit et la radio locale diffusait pour la première fois depuis des mois un bulletin sans perte militaire. L'efficacité n'était pas née d'un miracle tactique, mais de la confiance. Les soldats savaient qu'en cas d'erreur, ils seraient écoutés avant d'être jugés. Cette nuance transforma la peur en initiative. Dans les jours suivants, d'autres unités copièrent le modèle. Liaison directe entre terrain et commandement, arbitrage en temps réel, communication sans filtre. Les gains furent modestes, mais palpables. Moins de délai, plus de coordination, un moral qui cessait de s'effriter. Pour Ibrahim Traoré, ces micro-victoires devalaient des discours entiers. Il ne s'agissait pas seulement de reprendre du territoire, il fallait réapprendre à croire. Et c'est peut-être là le premier miracle d'une réforme née dans le sable. Tout commença par un ordre simple. Aller plus vite.
Ibrahim Traoré voulait que l'armée cesse d'attendre l'approbation pour agir. Les colonels hésitaient, les jeunes officiers, eux, foncèrent. En mars 2025, 3 opérations coordonnées eurent lieu dans l'Est. Petites équipes, mobilité maximale, radios ouvertes 24 heures sur 24. Pour la première fois depuis des années, les insurgés furent pas surpris. Pas par la force, mais par le rythme. Les images des villages repris circulèrent en main sur les téléphones. Des habitants brandissaient le drapeau rouge et vert, criant les noms des unités locales. Les réseaux sociaux transformèrent pendant ces séquences en récits collectifs. Le pays se redressait. Dans les marchés de Ouagadougou, on collait des affiches de soldats anonymes avec une phrase « Nous nous battons pour nous-mêmes ». Ce n'était pas de la propagande, c'était un miroir. L'armée retrouvait un visage, le peuple une appartenance. Puis vint l'effet d'entraînement. Les enseignants réparèrent les toits des écoles bombardées. Les commerçants collectèrent de la nourriture pour les garnisons isolées. Des femmes cousaient des uniformes dans des villages où la couture remplaçait les armes. Chaque acte banal prenait allure de résistance. Le gouvernement n'avait pas besoin d'ordre. La cohésion s'improvisait. Mais toute ascension crée son ombre. Les succès du front éveillèrent la méfiance. À Paris, à Bruxelles, les diplomates parlaient d'expansion incontrôlée. À Washington, on évoquait déjà une dérive autoritaire. Au même moment, les analystes du Sahel notaient autre chose. Pour la première fois, le moral national dépassait le niveau d'alerte. Les cartes de sécurité s'éclaircissaient, les routes rouvraient. La peur reculait d'1 kilomètre par semaine. En mai, la télévision nationale diffusa la cérémonie de livraison de nouveaux blindés. Le président remit les clés lui-même à de jeunes commandants. Il parla peu, il regarda longtemps. La foule criait son nom. Ce moment marqua le basculement. La victoire devenait spectacle. Dans l'euphorie, certains officiers rêvèrent d'influence politique, d'autres d'expansion régionale. Les tensions internes revinrent, plus subtiles, sous la forme d'ambition. À Bobo-Dioulasso, une unité improvisa une parade sans autorisation. Les réseaux étrangers en firent une manifestation militariste. Le ministère dut clarifier « discipline d'abord, gloire ensuite ». Le rappel à l'ordre fut net. Traoré comprit que chaque succès exigeait désormais une surveillance morale. Reconstruire, oui. Se glorifier, non. Pourtant, au-delà des polémiques, une évidence demeurait. Le pays respirait autrement. Les soldats souriaient sur les photos, les écoles rouvraient dans les zones libérées. Les marchés nocturnes reprenaient une vie sous les ampoules accrochées aux fusils retournés. Ce frémissement collectif, fragile mais réel, annonçait la suite. Le moment où la réforme allait devoir prouver qu'elle pouvait survivre à sa propre victoire. Avant 2024, les rapports militaires faisaient état d'un moral en chute. 60% des unités signalaient un manque de ressources et près de 40% des soldats déclaraient ne plus croire à la victoire. 1 an plus tard, ces chiffres avaient basculé. Le taux de disponibilité des équipements atteignait 78%. La moitié des bases avancées recevaient enfin des vivres sans retard, et la perception de sécurité civile progressait de 27%. Ce delta brut, Ibrahim Traoré l'utilisa comme boussole politique, prouver qu'un État pouvait se reconstruire par la discipline plus que par l'aide. Les budgets suivirent. 18 milliards de francs CFA réaffectés de la logistique administrative vers la maintenance et la santé militaire. Les délais d'évacuation médicale, autrefois de 8 heures en moyenne, furent réduits à 3h45. Le nombre d'accidents dus au manque de pièces détachées diminua de 60%. Pour la première fois, le ministère publia un tableau de bord hebdomadaire en accès public. Munitions, vivres, interventions, pertes. La transparence devint un outil de commandement. À l'échelle humaine, l'effet était visible. Les soldats blessés recevaient désormais leurs allocations en 30 jours, contre 120 auparavant. Les familles des morts au combat percevaient une indemnité indexée sur la durée de service. Un changement que beaucoup qualifièrent de révolution silencieuse. Les chiffres n'étaient plus des abstractions, ils racontaient la dignité rendue. Un sergent résuma. On ne meurt plus dans l'oubli. Cette phrase circula plus vite qu'un communiqué officiel. Sur le plan civil, les indicateurs économiques commencèrent à bouger. Les routes rouvertes permirent une reprise du commerce local de 15%. Les denrées agricoles, auparavant bloquées par l'insécurité, atteignirent
les marchés urbains. Le gouvernement lança 42 micro-projets d'infrastructures financés par la réduction des pertes logistiques. À la surprise des bailleurs, la croissance interne du premier trimestre 2025 afficha plus 3,2%, malgré les sanctions et la baisse des investissements étrangers. Mais le chiffre le plus révélateur n'était ni budgétaire ni militaire. Il tenait à la confiance. Un sondage indépendant montra que 72% des citoyens considéraient désormais l'armée comme protectrice, contre 29% 2 ans plus tôt. Le renversement d'image était massif, presque culturel. Et c'est là que se jouait le pari de Traoré, convertir la statistique en symbole. Chaque pourcentage devenait une preuve de souveraineté retrouvée. Pour lui, la donnée n'était pas qu'un outil de contrôle, c'était une narration, car entre 62% de doute et 72% de confiance, il n'y avait plus qu'une amélioration, une réécriture du rapport entre État et citoyen. Et dans ce glissement arithmétique, on pouvait lire la promesse d'un pays qui recommence à compter sur lui-même. Pour ses partisans, Ibrahim Traoré incarne une renaissance africaine. Selon eux, il a rendu au Burkina Faso sa souveraineté concrète, celle qui s'exprime dans la capacité d'agir sans permission. Les chiffres du redressement, la discipline retrouvée et la baisse mesurable des attaques sont, pour eux, la preuve que la stabilité peut naître d'un modèle national assumé, même s'il dérange les partenaires étrangers. Ils soulignent que l'aide internationale, longtemps dominante, n'a jamais produit de cohésion durable, tandis que 3 ans d'efforts internes ont rétabli la sécurité sur la moitié du territoire. Pour ces critiques, ce même processus traduit autre chose, une militarisation rampante. Il rappelle que centraliser la loyauté dans les mains d'un homme, fût-il charismatique, crée une dépendance politique dangereuse. Les ONG mentionnent des zones d'ombre, des victimes civiles, des médias sous pression. Leur thèse, la dignité nationale ne peut pas remplacer la pluralité démocratique. Une armée loyale n'est pas toujours une armée libre. Et les succès tactiques ne doivent pas occulter la fragilité institutionnelle. Entre ces deux visions, la réalité s'avère plus dense. Le pays n'est ni le paradis de la souveraineté, ni la caricature autoritaire décrite depuis Bruxelles. Les institutions civiles continuent d'exister. Les réformes locales, souvent menées par d'anciens soldats, dessinent une forme de cogestion inédite. Traoré, conscient du risque de culte personnel, multiplie les signaux contraires, déléguant, ouvrant les bilans, exposant les chiffres. Il mise sur la discipline comme langage commun, non comme instrument d'obéissance. Et peut-être est-ce là le cœur du paradoxe burkinabé, un pouvoir militaire qui cherche à se justifier, non par la peur, mais par la transparence. Le pouvoir a changé de visage. Ce que les analystes appelaient jadis une transition militaire prit sous Ibrahim Traoré la forme d'une liturgie nationale. Les uniformes ne symbolisaient plus l'ordre, mais l'identité. Les cérémonies militaires devinrent des rituels de mémoire où les veuves s'asseyaient au premier rang, où les orphelins portaient les portraits de leur père. Ce déplacement du centre émotionnel, du champ de bataille vers la société, fut la bascule. Le peuple, qui craignait l'armée, commença à la saluer. Les musiciens écrivirent des hymnes, les écoles racontèrent les histoires des soldats, les marchés reprirent le nom des héros tombés. La réforme, d'abord administrative, devint culturelle. Et dans ce glissement silencieux, Traoré comprit que la loyauté ne se décrète pas, elle se transmet. Mais cette ferveur collective portait une question plus lourde. Si la discipline devient foi, que reste-t-il à la démocratie ? La frontière entre l'admiration et la dévotion s'effaçait peu à peu, et le pays, sans s'en rendre compte, entrait dans la zone grise où la vertu et le pouvoir se confondent. Passons maintenant au niveau national. Sous Ibrahim Traoré, le concept même d'État fut revisité. Les ministères, longtemps paralysés par la hiérarchie et la peur de la faute, adoptèrent un modèle d'efficacité militaire. Planification hebdomadaire, objectifs publics, bilan diffusé chaque vendredi. Les plaintes pour corruption diminuèrent de 28% selon l'autorité nationale de transparence. Les fonctionnaires commencèrent à arriver plus tôt, à répondre aux courriels sans relance, à craindre moins le chef que le retard. La discipline était devenue une méthode de gouvernement. Considérons ensuite la défense nationale. L'armée, jadis fragmentée, formait désormais un corps homogène. Les centres de formation fusionnèrent, un commandement unifié relia Ouagadougou,
Kaya et Bobo Dioulasso. Les pertes opérationnelles chutèrent de 35% en un an, mais le plus significatif fut psychologique, la peur recula. Les jeunes volontaires affluaient, 6000 nouvelles recrues en 2025, preuve qu'un drapeau peut encore inspirer. Traoré insista sur la victoire par la constance. C'est pas d'éclat, juste la répétition du sérieux. Abordons maintenant la nation et la société. La réforme militaire eut un effet boule de neige sociale. Les veuves reçurent une formation professionnelle, les orphelins furent scolarisés grâce à un fonds permanent. Les soldats blessés intégrèrent la fonction publique, où leurs compétences logistiques furent réutilisées. Le chômage des jeunes hommes tomba de 14% à 9% dans les régions stabilisées. Dans les villages, les anciens combattants devinrent des médiateurs. Une génération entière découvrit qu'on pouvait servir sans uniforme. Pour beaucoup, la révolution de Traoré ne portait pas sur la guerre, mais sur la dignité retrouvée. Évoquons enfin la Kayraba Vision avec son rayonnement régional. Le changement interne eut des répercussions au-delà des frontières. Au Mali et au Niger, des délégations vinrent étudier la réforme logistique burkinabé. Les médias panafricains parlèrent de modèle Traoré. Mais cette notoriété inquiéta les capitales occidentales. Paris dénonça une dérive populiste armée. Washington parla de retrait des valeurs démocratiques. Pourtant, sur le terrain diplomatique, le pays gagna du poids. Les accords de coopération agricole se multiplièrent, les échanges intra-africains augmentèrent de 22%. Le Burkina Faso, longtemps spectateur, devenait acteur. Au total, la transformation ne se mesurait plus seulement en statistiques, celle-ci se voyait dans la façon dont les gens se saluaient, dans les drapeaux accrochés aux motos, dans le regard moins fuyant des soldats. Ibrahim Traoré avait créé une armée, mais aussi un miroir collectif, et ce reflet commençait à peser plus lourd que toutes les alliances. Examinons d'abord le scénario de base. Si la trajectoire actuelle se maintient, le Burkina Faso continuera à stabiliser ses zones rurales. L'armée aura consolidé ses brigades mixtes et les programmes de réinsertion avanceront. Ibrahim Traoré misera sur la lenteur méthodique, reconstruire pierre après pierre, district après district. Le gouvernement renforcera la production locale et tentera de compenser la baisse des investissements étrangers par un réseau régional d'échanges agricoles et miniers. Le risque principal restera économique, les salaires militaires absorbent déjà 34% du budget public. L'équilibre entre sécurité et développement deviendra la ligne de crête du pouvoir. Considérons maintenant le scénario optimiste. Dans sa meilleure version, la réforme dépasse la sphère militaire. La discipline infuse les institutions civiles. La transparence devient habitude. Les jeunes officiers formés au terrain prennent place dans l'administration, accélérant la modernisation de l'État. Les partenaires africains, séduits par les résultats tangibles, créent un bloc de coopération logistique entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. Le pays attire de nouveaux investisseurs africains, compensant les ruptures occidentales. Ce scénario suppose que la rigueur morale instaurée par Traoré résiste à la fatigue du pouvoir, et qu'aucune dérive personnelle ne vienne altérer la confiance acquise. Enfin, prenons en compte le scénario critique. Une autre voie existe. Si la ferveur s'éteint et que la loyauté devient culte, la réforme risque de se figer en système fermé. Le manque de contre-pouvoir pourrait isoler le gouvernement. Les erreurs, jusque-là corrigées par l'écoute, seraient tues par peur de déplaire. Les tensions économiques s'accumuleront et la popularité se transformerait en fragilité. Dans ce cas, le charisme d'Ibrahim Traoré deviendrait fardeau autant que ressource. Le pays entrerait dans une phase de résistance à lui-même. Voici une recommandation de lecture. L'avenir du Burkina Faso ne dépendra pas de la force de ses armes, mais de sa capacité à transformer la discipline en culture civique. Le défi n'est pas de survivre, mais de durer. Dans les rues de Ouagadougou, la nuit, les lampadaires oscillent sur les drapeaux fatigués. Les gens rentrent tard, les mains vides, mais le regard calme. On parle encore des soldats tombés, mais sans la peur d'hier. Dans les cafés, les conversations reprennent là où la guerre les avait interrompues. La normalité revient, lentement, presque timidement. Sur les réseaux, les images de la réforme circulent, des enfants jouant devant un char repeint, une veuve souriant derrière un étal de légumes, un vétéran plantant un arbre. Ce sont des fragments minuscules,
mais il raconte mieux que les chiffres ce qu'un pays ressent quand il recommence à respirer. Dans ce murmure collectif, la présence d'Ibrahim Traoré devient symbole, celle d'un homme qui marche au même rythme que son peuple. Ni idole, ni sauveur, un visage reconnaissable parmi d'autres. Pourtant, derrière ces gestes simples se cache une question universelle. Qu'est-ce qu'un peuple doit à ceux qui le protègent, et qu'est-ce que ces derniers lui doivent en retour? Chaque nation, un jour, affronte ce miroir. Le Burkina Faso y voit aujourd'hui l'écho d'un passé de blessures et la promesse d'un futur qui ne demande plus la permission d'exister. Le spectateur, qu'il soit africain ou non, sent cette énergie brute. Ce n'est pas une victoire que l'on contemple, mais un relèvement. Et dans ce relèvement, il y a une vérité simple. On ne reconstruit pas une patrie avec des slogans, mais avec la mémoire vivante de ceux qui ont tenu. Ibrahim Traoré le répète souvent, une révolution qui ne s'organise pas s'éteint d'elle-même. Le défi du Burkina Faso n'est plus de se lever, mais de rester debout. Pour cela, 5 pas simples, mais exigeants, tracent la voie. D'abord, consolider les gains militaires, uniformiser la formation, moderniser la logistique et limiter les promotions symboliques. Chaque brigade doit produire ses propres rapports d'efficacité mensuels. Les succès ne comptent que s'ils se répètent. Ensuite, civiliser la discipline. Transposer les méthodes d'organisation de l'armée vers les écoles, les hôpitaux et les administrations. L'objectif, transformer la rigueur en culture civique. La hiérarchie n'est pas un obstacle quand elle sert la responsabilité. Puis, économiser la loyauté, réduire la dépendance budgétaire à la défense pour financer les infrastructures et l'agriculture. La sécurité devient durable quand elle nourrit. Après, institutionnaliser la mémoire, créer un registre de services pour chaque soldat, vivant ou tombé. La reconnaissance doit survivre au moment d'émotion. Ce registre public serait la preuve que la patrie se souvient. Enfin, ouvrir le dialogue africain, transformer l'Alliance du Sahel en forum de développement partagé. L'indépendance n'est pas la solitude. Ces 5 gestes ne sont pas des slogans, ce sont des garde-fous. Ibrahim Traoré le sait, la souveraineté se mesure moins au volume des armes qu'à la constance des principes. Et c'est là que commence la vraie endurance d'un État. Dans le même hôpital militaire de Bobo-Dioulasso, un soldat repose encore. Les néons ne tremblent plus. Les murs ont été repeints. On dit qu'il sourit quand les nouvelles arrivent du front, comme si chaque victoire lui appartenait un peu. Son histoire, oubliée des bulletins, est devenue la métaphore d'un pays entier. Guérir en marchant. Ibrahim Traoré revient parfois dans ses couloirs. Il ne parle pas beaucoup. Il écoute. On le voit s'arrêter devant les lits, poser les mêmes gestes qu'au premier jour. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire. Juste la continuité d'une promesse silencieuse. Entre le métal des béquilles et l'odeur du désinfectant, il se rappelle pourquoi tout a commencé. Dehors, le vent du Sahel soulève la poussière sur le drapeau rouge et vert. Les cicatrices du pays sont toujours visibles, mais elles ne saignent plus. Elles dessinent la carte d'un avenir gagné à la main. Et dans cette lumière, un mot revient, simple, obstiné, dignité. Chaque époque choisit ses symboles, certains brandissent des drapeaux, d'autres reconstruisent des routes, d'autres encore se contentent de se souvenir. Le Burkina Faso, aujourd'hui, ne cherche pas à impressionner le monde, il cherche à se comprendre lui-même, et c'est peut-être là sa véritable révolution. Car ce que l'Occident appelle autorité, le peuple nomme cohérence. Ce que d'autres voient comme militarisation, eux le voient comme réparation. Entre la peur et la fierté, il n'y a parfois qu'un pas, celui qu'on ose faire vers soi. Nous regardons ce pays au cœur de l'Afrique comme un miroir. Il renvoie nos contradictions, nos silences, nos certitudes fatiguées. Et dans ce reflet, une question demeure. Que ferions-nous, nous, si la dignité était notre dernière frontière? Sous le ciel du Sahel, Ibrahim Traoré continue de marcher lentement. Il ne promet rien, il incarne simplement ce qu'il croit, qu'un pays peut renaître sans permission.